Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre application Omerta, chers abonnés également de la plateforme YouTube, de notre chaîne YouTube, pardon. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Georges Fenech. Bonjour Georges. Bonjour Régis. Alors Georges, on ne vous présente pas, mais je vais quand même le faire. Vous êtes ancien juge d'instruction, vous êtes député honoraire, et je vais citer un certain nombre de vos livres avant d'arriver au dernier. Vous avez écrit Gare au gourou en 2020, Bataclan, Paris, Stade de France, le procès en 2021, Omar Haddad, Un combat pour la liberté, coécrit avec Sylvie Novakovic, en 2022. Et là, vous sortez au rocher un terme qui est dans l'air du temps, hélas, l'ensauvagement de la France. J'ai envie de dire que l'actualité tragique de ces derniers mois ou de ces dernières semaines donne une pertinence encore plus importante à ce titre, la responsabilité des juges et des politiques. Alors Georges, si je vous ai... on parlera de ce livre, mais on va d'abord parler, lundi va passer à l'Assemblée nationale donc la nouvelle loi immigration. Et je voulais vous parler des OQTF, donc des fameuses obligations de quitter le territoire. Est-ce que vous pouvez, avec votre expérience, nous en expliquer les fondements et en quoi ça consiste ? L'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. Bien ça. Qu'on devrait d'ailleurs plutôt appeler invitation, et non pas obligation. Même s'il est obligé de quitter le territoire, on lui remet un document et on lui dit qu'il a 1 mois, cet étranger, en situation irrégulière, pour quitter le territoire par ses propres moyens, en fait. Donc on l'invite à quitter le territoire. S'il ne le fait pas, évidemment, il se met en infraction à cette obligation. Elle concerne qui ? Elle concerne, effectivement, des étrangers qui sont sur notre sol arrivés en situation irrégulière, qui ont peut-être demandé le statut de réfugiés qu'ils n'ont pas obtenu. Donc, ensuite de se débouter, ils font l'objet d'une OQTF. Ça peut être le cas aussi d'un étranger qui se comporte mal, qui a été condamné par des tribunaux ou par des cours d'assises et qui, à l'issue de sa peine, fait l'objet d'une OQTF, devoir quitter le territoire national. Ça peut être quelqu'un qui présente aussi, par son comportement, ses relations, un danger pour l'ordre public, et il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Si c'est quelqu'un de particulièrement dangereux, il fera l'objet d'une expulsion, ce qui est quand même encore différent, parce que l'expulsion, elle est immédiate, elle est contrainte et immédiate. Et donc, cet étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Alors, vous en avez certains, la quasi-totalité d'ailleurs, la très grande majorité en tout cas, qui sont relâchés en disant vous devez quitter le territoire, et vous en avez d'autres. C'est un choix qui est fait par le préfet en fonction de certains critères de garantie de représentation ou de danger qu'il peut présenter, qui sont placés dans un centre de rétention administratif en attendant leur départ. Les fameux CRA. Voilà. Alors après, il y a toute une procédure, mais ce que l'on voit, après les chiffres qui nous sont fournis par le ministère de l'Intérieur, mais également par la Cour des comptes, par exemple, qui avait rendu un rapport qui a fait beaucoup parler, c'est que les exécutions effectives des OQTF ne représentent qu'un très faible pourcentage. Il y a eu, entre 2012 et 2021, 1 million d'OQTF qui ont été prononcés, et là-dessus, il y en a eu 120 ou 130 000 qui ont été effectivement exécutés. Donc c'est un taux, au premier semestre 2022, c'est un taux, je crois, de 6,9% d'exécution effective. Donc on voit bien que l'OQTF ne remplit pas sa raison d'être, c'est-à-dire que l'étranger quitte le territoire, nous n'y arrivons pas. Il n'y a pas suffisamment de places non plus dans les CRA, puisqu'il y a à peu près 1800 places qui seront portées, semble-t-il, en 2027 jusqu'à 3000. Ça a été budgété, effectivement. Donc on est dans une situation où l'État est assez impuissant, finalement, pour faire exécuter ces OQTF, en rajoutant un dernier élément qui n'est pas le moindre, c'est que les juges
qui sont amenés à prolonger les rétentions, notamment administratives, n'ont pas une très grande fermeté dans cette décision-là et ont plutôt tendance à lever la rétention administrative et à assigner à résidence, par exemple, ou à remettre purement et simplement en liberté. Donc tous ces éléments, ajoutés encore aussi, effectivement, la difficulté d'obtenir des laissez-passer consulaires, que le pays source accepte effectivement de reprendre son ressortissant, vous avez un taux d'exécution qui est très faible, en réalité. Alors actuellement, combien de recours retenus, c'est comme ça que c'est le terme utilisé, dispose-t-il pour éviter l'expulsion? Alors là, c'est très compliqué. Vraiment, si on rentre dans la technique juridique, judiciaire, c'est un maquis, en fait. Parce que vous avez l'intervention du juge judiciaire, qui est le juge de la liberté à détention, dont les décisions peuvent être frappées d'appel devant le premier président de la cour d'appel. Vous avez l'intervention du juge administratif, lorsque, par exemple, la décision de rejet de statut de réfugié est prise, avec les recours devant les cours d'appel administratives, devant le Conseil d'État. Vous avez la Cour nationale du droit d'asile, vous avez l'OFPRA. Donc il y a toute une série, un maquis considérable, environ une douzaine de recours, dont le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans son projet de loi qui est actuellement soumis à l'Assemblée nationale, veut réduire à environ 4 recours possibles, ce qui est déjà beaucoup. Vous avez le problème de l'effet suspensif aussi des recours, ce qui fait que l'intéressé se maintient sur le territoire national quelquefois longtemps. Et donc, finalement, on est dans un maquis judiciaire avec des associations très actives, financées sur des subventions d'État d'ailleurs, qui accompagnent l'étranger dans l'utilisation de ces voies de recours, et ce qui ajoute évidemment à la complexité de toute cette affaire et à l'incapacité finalement d'exécuter dans de bonnes conditions ces décisions. C'est ce qu'on a vu avec le cas Mogoutchov, c'est-à-dire l'assassin de Dominique Bernard à Arras. La famille aurait dû être expulsée, tout était prêt. Depuis 2014, ouais. Arrivé sur le tarmac quasiment de l'aéroport, des associations dont vous parlez se sont portées... ont empêché, en fait, ont freiné et empêché cette expulsion. Est-ce qu'on peut se demander quand même, en dépit de tout ce que dit M. Darmanin, s'il n'y a pas un problème de volonté politique aussi derrière tout ça? Oui, vous avez cité le cas d'Arras, mais on pourrait rappeler le meurtre de la petite Lola. Oui. La ressortissante algérienne était sous le coup d'une OQTF aussi quand elle commet son crime horrible, et on pourrait... en citer beaucoup d'autres, et ce que d'ailleurs les Français ne comprennent pas et n'acceptent plus, que des étrangers qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'OQTF se maintiennent sur le territoire, une forme d'impunité, et qui plus est commettent des crimes. C'est ça qui est absolument insupportable. Alors, y a-t-il un manque de volonté ? Je pense qu'il y a un manque de courage, effectivement, d'aller vraiment dans un système d'effectivité de ces décisions. Contrairement à d'autres pays, on peut citer notamment la Grande-Bretagne, qui a revu entièrement son dispositif. On peut citer le Danemark, ou plus loin l'Australie. Là, ils ont carrément fait appel à des pays tiers. Le Rwanda pour la Grande-Bretagne, Minestrone, je crois, l'archipel qui se trouve au large de l'Australie dans le Pacifique Sud. C'était un truc d'ailleurs... assez critiquable, hein, dans les conditions de fonctionnement. Il y a eu des suicides. Et bientôt l'Albanie, je crois, pour l'Italie. L'Albanie pour l'Italie, absolument. Et le Danemark aussi. Voilà, c'est-à-dire que l'étranger qui aspire à venir en Grande-Bretagne aujourd'hui au Danemark, il sait que il sera en fait refoulé dans un autre pays tiers. Donc ça, c'est très, très, très dissuasif. Dans le cas de la Grande-Bretagne, ça a été infirmé par la Cour suprême de Grande-Bretagne, mais le Premier ministre vient de remettre ça à nouveau avec un dispositif qui va prévoir, ça c'est très original, qu'au Rwanda, il y aura un tribunal qui jugera des recours de ces étrangers, qui sera composé à la fois de juges britanniques et de juges rwandais. Ça c'est une première, je ne l'avais jamais vu. C'est-à-dire que le Rwanda a accepté de faire un petit entorse à sa souveraineté, puisqu'il accepte que des juges britanniques
ce qui donne plus de garanties en termes de procédure, de liberté. Mais vous voyez qu'il y a certains pays qui vont beaucoup plus loin que ce que fait la France en réalité. Donc un manque de volonté. On sent bien qu'à travers les annonces faites par le ministre de l'Intérieur, on est en train de prendre vraiment la mesure de ce problème. Reste à savoir si cette loi sera votée et dans quelles conditions. Oui, ça, mais on va y venir. Au final, qu'est-ce que donnera cette loi si elle est effectivement votée? On pourrait avoir quelques doutes sur une rupture, en tout cas, dans le traitement de ces questions d'expulsion. Nous avons, il y a 2 jours, visité un CRA, dans le 78, et discuté pendant pas mal de temps, d'ailleurs, avec les retenus, enfin, c'est les 26 personnes qui étaient retenues. Tous nous disent que, la plupart nous disent on va être libérés, et que même s'ils sont expulsés, ils reviendront. Alors, ils mettent en avant 2 arguments: l'absence de lien avec le pays d'origine. Il y en a un d'origine tunisienne qui me dit ça fait 26 ans que j'habite en France, je n'ai plus aucun contact en Tunisie, etc. Ou alors le danger, au contraire pour certains, notamment des Algériens, le danger qu'ils courent dans leur pays d'origine. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre ces expulsions effectives, pour faire en sorte que non seulement vous l'avez dit, elles sont très peu à être exécutées, mais qu'également ces étrangers ne reviennent pas. Parce qu'eux étaient persuadés qu'ils allaient revenir, de toute façon. Oui, c'est un sujet qui, évidemment, est très, très compliqué. D'abord, il faut reconnaître qu'il y a un problème humain qui se pose. C'est vrai que vous avez des étrangers qui vivent en France depuis très, très longtemps. Et d'ailleurs, il y a... Qui ont des enfants, qui ont des nationalités françaises. Ouais. Alors, ils nous montrent les photos de leurs filles, le passeport, etc. Ouais, qui ont encore, alors nous parlons, un statut de protection. Vous avez des étrangers aujourd'hui qui, par leur situation personnelle et familiale, ne peuvent plus faire l'objet d'expulsion. C'est la question de la double peine, vous savez. Oui. C'était sous le ministère Nicolas Sarkozy, effectivement, qu'on avait distinguer des étrangers en fonction de leur arrivée avant l'âge de 13 ans, leur présence en France pendant 20 ans, le mariage avec une Française depuis au moins 3 ans, père d'enfants français. C'est des catégories qu'on ne pouvait plus expulser et que, justement, sur lesquelles on va revenir dans ce projet de loi. Oui. Gérald Darmanin en fait une mesure phare. On supprime ces catégories. Donc tous les étrangers qui auront été condamnés jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pourront, même s'ils ont marié une Française, même s'ils ont des enfants... Mais vous comprenez bien que ça pose effectivement un problème en termes de droits humains, enfin de droits de l'homme, quoi, le rapprochement familial et tout. Mais l'état actuel de notre société, l'opinion française ne comprend plus, ne supporte plus, ne tolère plus en réalité que des étrangers, sous prétexte qu'ils ont des attaches fortes avec la France, puissent se maintenir malgré des condamnations. Donc voilà, c'est un dispositif qui va effectivement être adopté. Alors ça ne veut pas dire, vous avez raison, que l'étranger expulsé ne fera pas tout pour revenir et réussira à revenir. Mais là, il commet une infraction à ce moment-là. Bien sûr. Parce que vous avez une infraction à une décision d'expulsion ou à une interdiction du territoire qui peut être aussi prononcée par le juge judiciaire. C'est-à-dire que quand une cour d'assises ou un tribunal correctionnel condamne, il peut assortir cette condamnation principale d'une interdiction du territoire jusqu'à 10 ans. Et donc l'individu ne peut pas revenir. S'il revient, il commet une infraction et une interdiction du territoire et donc il encourt à nouveau une peine d'emprisonnement. Après, c'est la question de la surveillance de nos frontières. Oui. C'est le problème de l'espace Schengen, c'est le problème de l'entrée massive aujourd'hui à travers des flux migratoires. C'est une question qu'on ne pourra jamais, me semble-t-il, régler par nous-mêmes seuls. C'est une question qui relève d'une volonté européenne, sauf évidemment à sortir de l'espace Schengen, à faire jouer la clause qu'on avait fait jouer une fois après les attentats de 2015, vous vous souvenez, avec un rétablissement de nos frontières, enfin des contrôles aux frontières. Alors, sous François Hollande, il y a une autre disposition judiciaire qui avait été supprimée, qui était le délit de séjour irrégulier. Vous êtes pour, j'imagine, son rétablissement ?
Écoutez, moi je l'ai connu, ce délit, hein, je l'ai appliqué en tant que juge. J'ai été juge d'ailleurs de la liberté et de la détention, donc je m'occupais aussi des rétentions administratives que je prolongeais, hein, mais à l'époque c'était jusqu'à 6 jours. Maintenant on peut aller jusqu'à 30 jours, voire au-delà. Donc la question c'est, pardon, m'avait dit... La question, est-ce que vous oui, souhaitez... le délit. Alors ce délit a été effectivement supprimé sous François Hollande en application d'une directive européenne. Hein. Oui. Je pense qu'effectivement, il faut le rétablir. Et d'ailleurs, c'est l'une des propositions qui a été formulée, votée par le Sénat, et qui est reprise par le groupe LR, notamment à l'Assemblée nationale. L'entrée irrégulière, elle est toujours, hein, contrairement à ce qu'on croit, l'entrée irrégulière sur le sol français est toujours un délit. C'est le séjour irrégulier. Une fois qu'il est rentré, il se maintient, il est en séjour irrégulier, ça n'est plus un délit. Quel serait l'intérêt de rétablir le délit de séjour irrégulier, c'est-à-dire celui, par exemple, qui ne quitte pas le territoire alors que son visa est expiré? L'intérêt, c'est qu'on peut le placer en garde à vue. Oui. Donc on l'a sous la main. On peut le traduire devant une juridiction, en comparution immédiate, et il peut être expulsé manu militari. L'intérêt d'un délit, c'est ça, c'est d'avoir une contrainte judiciaire, garde à vue, comparution immédiate, condamnation et expulsion. Mais est-ce que ça se fera? Je ne sais pas. C'est souhaitable. C'est souhaitable, en tout cas. C'est souhaitable. On peut mettre, ça fait partie des... Oui, je vous dis, moi, je l'ai appliqué. Oui. À l'époque, ça ne posait pas de problème. François Hollande a tiré les conséquences d'une directive européenne. Disons que c'est une arme en moins pour lutter contre les séjours irréguliers, quoi, de ne pas avoir un délit qui permette une interpellation. À l'époque où vous étiez magistrat, est-ce que, et dans le cadre justement de ce que vous avez eu à faire au niveau de votre travail, est-ce que l'effectivité des OQTF était plus importante qu'aujourd'hui, ou comment ça se passait? Moi, j'ai l'impression que, d'abord, il n'y avait pas ces flux migratoires qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un raz-de-marée, donc on est submergé. Vous vous rendez compte que 40% du contentieux des tribunaux administratifs et des cours d'appel administratives sont consacrés, relèvent du contentieux des étrangers. 40%. Pratiquement un dossier sur deux qui arrive devant un tribunal administratif ou une cour d'appel administrative, c'est du contentieux des étrangers. Donc, il y a une espèce de collapsus, hein, des juridictions. On ne peut plus traiter. Et donc, ça prend beaucoup de temps. L'étranger se maintient, il va se tenir des mois, quelquefois des années, il va fonder une famille, ses enfants vont aller à l'école, il devient inexpulsable. Moi, je crois qu'effectivement, je n'ai pas des chiffres à vous donner, mais de mémoire, ça n'était pas un sujet qui préoccupait l'opinion ou les services. On mettait en rétention administrative et on expulsait. Je n'ai jamais entendu, quand j'étais en fonction, parler des laissez-passer consulaires, des difficultés pour avoir des laissez-passer consulaires. Je l'ai découvert, moi, tout à fait récemment. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi on n'arrive pas à contraindre un État comme l'Algérie, par exemple, à reprendre ses ressortissants. À partir du moment où l'étranger, son identité est sûre, on sait qu'il est de nationalité algérienne, je ne vois pas comment l'Algérie peut refuser de reprendre un de ses ressortissants. Je n'arrive pas à comprendre ce mécanisme. Dieu sait si on aurait sans doute aussi des moyens un peu de coercition, hein, sur les aides économiques, sur l'attribution des visas dans notre pays, par exemple. Voilà. Le statut spécial des Algériens. Il y a eu des discussions, il y a eu des relations. Je ne sais pas. Ça, franchement, je ne comprends pas comment on se retrouve devant cet obstacle qu'un pays refuse, de fait, comme ça, de reprendre ses ressortissants. J'écoutais Gérald Darmanin ce matin sur France Info, et il disait, il n'arrêtait pas de vanter le fait que l'Algérie est un pays souverain, que nous avons des relations. Alors, la journaliste lui disait, parfois un peu compliqué avec l'Algérie, mais il semble que quand on est étranger d'origine algérienne, en France, on a un statut spécial. Les accords, hein. Oui, les accords de 68. Algériens, sur lesquels maintenant il y a des voix qui s'élèvent. Oui. Pour demander leur abrogation, et même dans la majorité actuelle, puisqu'Édouard Philippe, au nom du groupe Horizon, qui demande effectivement est-ce qu'on revoit ces accords qui remontent à 1968, donc quelques 5 ans après
7 ans, 68, 6 ans après l'indépendance, correspondait effectivement à une réalité. Il y avait des liens tellement forts entre l'Algérie et la France. Mais l'Algérie, à l'époque, il y avait 12 millions d'habitants. Oui, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 44 millions d'Algériens. Ouais. Donc 80%, c'est un sondage qui le dit, 80% des jeunes Algériens ne rêvent que d'une chose, c'est de venir en France. Donc il y a un problème démographique aujourd'hui qui a complètement bouleversé la donne, en fait. Le ministre Darmanin mettait en avant le fait qu'à l'époque, au moment où il y a eu cette exception qui a été... la France faisait encore des essais nucléaires dans le Sahara. Et donc il y avait une situation géopolitique avec l'Algérie qui était complètement différente de celle d'aujourd'hui. On ne peut pas invoquer le général de Gaulle pour dire qu'il faut maintenir ce statut spécial. Donc, oui, et puis il faut quand même rajouter aussi qu'il y a une forme de dette mémorielle suite à la colonisation. Oui, tout à fait. Mais ça peut encore se comprendre. Oui. Mais quand on voit les avantages, il y a une chose... Aujourd'hui, non, ça ne se justifie plus. Ça ne se justifie absolument plus. Pas plus qu'avec les autres pays du Maghreb, qui sont aussi concernés. Alors, cette fameuse loi immigration, je reviendrai sur la notion aussi plus tard de rétention de sûreté aussi, puisque c'est un aspect qu'on peut constater aussi sur la question justement des djihadistes et de l'islamisme. Gérald Darmanin souhaite donc expulser 4000 clandestins par an, faire monter les peines pour les passeurs à 20 ans. Il parle en corollaire également de 7000 régularisations. Cette loi, vous en pensez quoi, vous ? C'est quoi votre opinion ? C'est un peu du en même temps. Comment ? C'est un peu du en même temps. C'est très macronien comme position. Moi, je suis, à titre personnel, je suis très hostile à ces régularisations parce que, au fond, c'est une prime à la clandestinité. C'est une prime à l'infraction. D'être pénétré dans un territoire et s'y maintenir irrégulièrement en se disant « de toute façon, je vais être régularisé, il suffit que je sois dans un métier dit en tension », j'entends parfaitement l'argument de l'appel d'air. C'est très incitatif. Qu'il y ait des difficultés de recrutement dans les métiers en tension, c'est un fait, mais régler ces difficultés en donnant une prime finalement à la clandestinité, ça n'est pas, de mon point de vue, la solution qu'un État souverain devrait suivre. Et sur les 4000 clandestins expulsés, vous y croyez ? Moi, je pense que les mesures qui sont proposées par le ministre vont dans le bon sens. Oui. Mais elles ne vont pas changer fondamentalement la question migratoire en France. D'abord, sur ces 4000, ils ne seront pas expulsés du jour au lendemain, parce qu'on en revient à la question des laissez-passer consulaires. Même s'ils sont expulsables parce qu'on va ôter la protection qu'ils avaient jusqu'aujourd'hui, il y aura toujours la difficulté d'exécuter la décision parce qu'il faut obtenir les laissez-passer consulaires, parce qu'il y a des passages réguliers par différents points d'entrée sur le territoire, et que c'est très compliqué. Donc je pense que cette question migratoire, elle doit être réglée de manière beaucoup plus, avec une rupture avec tout ce qui se faisait jusqu'à maintenant, comme l'ont fait le Danemark, comme l'a fait la Grande-Bretagne et d'autres pays. La question, et c'est d'abord aussi, on parle beaucoup de l'expulsion, mais faisons en sorte qu'il y ait moins d'entrées. Oui. Donc ça passe par une politique migratoire. Je n'ai pas vu dans ce projet de loi une politique migratoire, c'est-à-dire une politique des quotas, de discussion annuelle, par exemple au Parlement, sur ce que devrait être l'acceptation d'une immigration choisie et non subie. Toutes ces questions d'intégration, d'assimilation. Donc là, ça suppose de prendre ce dossier de l'immigration à un autre niveau. Et moi, alors à titre personnel, je serais très favorable à quasiment, peut-être choqué, mais à une déjudiciarisation du contentieux administratif. Je ne vois pas pourquoi on fait intervenir le juge judiciaire sur ce qui relève de l'administration et du pouvoir régalien de l'État. Ça ne devrait relever que du juge administratif, à mon sens, qui est, je le rappelle, aussi garant des libertés. Bien sûr. Et qui est indépendant. À partir du moment où vous faites rentrer l'ordre judiciaire, en plus, je suis obligé de le dire,
avec une idéologie toujours existante. Regardez ce qui s'est passé avec l'Océan Viking. Oui. Darmanin a dit, mais pas d'inquiétude, ceux qui n'auront pas le statut de réfugiés seront renvoyés dans leur pays. Combien ont-ils été renvoyés dans leur pays? Pratiquement aucun. Parce que la justice, c'est très idéologisé, c'est organisé pour soit annuler les procédures, soit considérer que la masse étant telle, ils n'avaient pas les moyens, et finalement tout le monde a été relâché. Oui. Ça m'a rappelé, moi, je le raconte d'ailleurs dans mon livre, ce qui s'est passé en 1996 avec le siège de l'église de Saint-Bernard dans le 18e arrondissement de Paris, où il y avait plus de 200 migrants somaliens, éthiopiens qui ont fait le siège de cette église. À l'époque, c'était Jean-Louis Debré qui était ministre de l'Intérieur. Au bout de 3 semaines de siège, il décide l'évacuation forcée avec les CRS, violence, il faut les voir, hein, transfert au centre de rétention administrative de Vincennes. Et là sont arrivés les juges, notamment ceux du syndicat de la magistrature, et ils ont remis tout le monde en liberté. Parce qu'encore une fois, dans l'esprit de certains magistrats, la France a une dette. Et donc, ces étrangers ont une créance mémorielle sur nos passés coloniaux et que donc ils ont un droit à vivre et à s'installer comme ils le souhaitent. Donc, vous voyez, donc moi je crois qu'on ne peut pas minimiser cette question-là. Elle est vraiment réelle. Mais je pense qu'il faudrait effectivement réduire de manière drastique les recours, faire en sorte que les recours ne soient pas suspensifs, et puis pourquoi pas faire examiner le demandeur d'asile, sa demande, dans le pays de départ par nos autorités consulaires. Ouais. Une fois qu'il est en France, une fois qu'il met les pieds en France, d'abord il a des droits sociaux, il devient difficilement expulsable, comme on vient de l'expliquer. Vous avez cité le Danemark, vous avez cité l'Angleterre. 2 pays, l'Angleterre a quitté donc l'Union européenne, le Danemark a négocié des particularismes, on va dire, à son entrée, à son adhésion à l'UE. Est-ce que finalement la France, qui n'a rien négocié du tout à l'époque, n'est-elle pas prisonnière de cette Union européenne, de cette Cour européenne des droits de l'homme et de ce millefeuille administratif supplémentaire qui complique la chose dans la politique migratoire? C'est-à-dire que nous ne sommes pas maîtres de notre politique migratoire. Nous n'avons plus, effectivement, une maîtrise totale, souveraine, de l'immigration dans notre pays. Regardez, si on fait la comparaison, ce qui s'est passé en Italie. Les Italiens ont élu en grande partie Mme Meloni sur ces questions-là, et on voit bien qu'elle est impuissante, qu'elle est totalement aussi tributaire de l'Europe. Donc on a un vrai sujet de souveraineté sur ces questions qui relèvent éminemment de la souveraineté d'un État. Comment régler cela? Est-ce qu'il faut sortir de la Convention européenne des droits de l'homme? Moi, je pense qu'il faut en tout cas la renégocier, notamment tout ce qui est, par exemple, l'article 8 sur le regroupement familial. Il faut renégocier ce traité, renégocier aussi Dublin, les Dublinés, comme on dit, hein, qui pose aussi des difficultés. On ne réglera pas ce problème tant qu'on sera corseté par des règles européennes qui nous condamnent, par exemple, parce qu'on expulse un étranger dans son pays où il risque, soi-disant, des traitements inhumains, etc. Oui. Donc, voilà, il y a même eu un cas d'un Algérien, effectivement, où la Cour européenne a condamné la France, a refusé à la France l'expulsion. Vous avez vu que récemment, d'ailleurs, le gouvernement français est passé outre à une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui montre bien que... Quand même, on peut y arriver. On peut y arriver, mais tout ça est très hypocrite, quoi. Bien sûr. On est à la fois signataire de conventions qu'on ne respecte plus, qu'on critique, mais on continue à être toujours dépendant de ces accords. Donc il faudrait peut-être avoir un jour le courage politique de les renégocier. Donc cette loi Darmanin, d'après ce que vous dites, coup d'épée dans l'eau, un petit peu, si on ne maîtrise pas notre politique migratoire, on a beau faire tout ce qu'on veut pour essayer d'en expulser, on aura du mal et ça sera imparfait. Cette loi, en plus, lundi, elle risque... il y a une motion de rejet qui a été déposée par les écologistes, auquel risque de s'additionner la NUPS. Peut-être Olivier Marleix, je crois hier, non, ou Éric Marleix ou Ciotti, je ne sais plus qui a dit qu'il réfléchissait. Oui, c'est le Marleix, oui. Le RN
finalement, cette loi, elle risque peut-être de ne jamais voir le jour. Il y a une croyez motion de rejet qui sera examinée lundi, c'est-à-dire que si cette motion de rejet est adoptée, il n'y aura même pas de discussion. Non. J'ai du mal à le croire. Je ne crois pas que la motion de rejet soit acceptée, mais au bout du compte, je ne suis pas du tout convaincu qu'il y aura une majorité pour voter la loi. Oui. Il faudra s'attendre sans doute à un 49-3 à nouveau, sur ces le questions-là. 21e, je crois. Mais pourquoi, en fait, les LR aussi, et notamment l'opposition, aussi même le Rassemblement national, il n'y a rien dans cette loi sur les modes d'acquisition de la nationalité. Le droit du sol, il n'y a rien. On pourrait en parler. Il n'y a rien sur la déchéance de nationalité. On avait eu ce débat sous Hollande. Au moment des attentats. Au moment des attentats, finalement, on avait annoncé que la Constitution allait être réformée, mais ça n'a jamais été fait. Madame Taubira avait démissionné à la suite de cet épisode. Il n'y a rien sur ces questions-là, si vous voulez. Rien sur Enfin, rien. Si, il y a quand même sur notamment l'aide médicale d'État, sur les droits sociaux. On ne tranche pas avec ce qui existe aujourd'hui. On rend les choses un peu plus difficiles, un peu plus restrictives, mais il n'y a pas de véritable rupture. La France, au regard de ces masses de migrants qui rêvent de venir en France, restera encore, à leurs yeux, une sorte d'Eldorado. Donc je pense que cette loi ne réglera pas. Elle sera peut-être la 21e loi depuis 40 ans, qui aura essayé de faire quelque chose, mais qui ne va pas rompre avec notre incapacité, en réalité, à réguler nos flux migratoires. Je voulais vous faire réagir, justement, j'en parlais en début d'émission, sur le titre de votre livre « L'ensauvagement de la France ». Responsabilité des juges, des politiques. On dit souvent aussi, au regard de ce qui s'est passé, de la mort de Thomas, par exemple, on parle souvent aussi de la responsabilité des parents, de la responsabilité de l'éducation. En parallèle, justement, de ces flots d'immigration massive, on a un spectacle de notre société qui est en train de se déliter, qui est absolument sidérant. Et on voit que les choses se sont... Quand vous avez écrit ce livre, vous aviez ça en tête, j'imagine. Mais j'imagine que les exemples devaient s'accumuler à mesure que l'écriture... Écoutez, moi, j'observe ce phénomène depuis 4 décennies, depuis mon entrée en fonction. D'ailleurs, tout est né à Lyon. Moi, j'étais juge d'instruction à Lyon à cette époque-là. Les premières émeutes, les premiers caillassages, les premiers rodéos sont nés, moi, dans ce que j'appelle les 3 V. Vénissieux, Vaux-en-Velin, Villeurbanne. C'est là que ça a pris naissance. Il y a eu ensuite la marche des beurs, etc. Et je voyais mon tableau de détention. J'avais en moyenne une centaine de détenus, puisque je traitais des affaires de stupéfiants. Donc, et je voyais bien les fameux prénoms qu'on ne veut pas citer quelquefois. Je voyais bien que j'avais 60-70% de jeunes trafiquants de drogue qui étaient issus de l'immigration. Donc pour moi, ça n'est pas une surprise. Et le livre a été imprimé 15 jours avant les émeutes de juin et juillet, que j'annonçais dans ce livre d'ailleurs. Et je vais jouer au Cassandre. Je vous dis que ce qu'on a vécu en juin et juillet, ce ne sont que les prémices de ce qui peut nous arriver de beaucoup plus grave, le fameux face-à-face de Gérard Collomb. Donc la responsabilité des juges, c'est l'absence de réponse pénale, donc l'impunité, donc les violences. La responsabilité des politiques sont tétanisés face à une magistrature conquérante, donc on ne réforme pas comme on devrait le faire, et donc on aboutit finalement à une société gangrénée par des hors-la-loi qui ont pris des possession des quartiers, qui règlent leurs problèmes, non pas devant le tribunal de commerce, mais à coups de Kalachnikov. Et aujourd'hui, on arrive à une situation, on peut dire, ensauvagée. Ça n'est pas une fatalité, c'est ce que j'écris, ça n'est pas une fatalité. Je suis allé à New York, j'ai rencontré à l'époque Rodolphe Giuliani, j'ai vu comme New York était devenue la ville la plus sécure de tous les États-Unis, alors qu'elle était la plus criminogène. J'ai vu leur grande salle Compass, où vous aviez tous les policiers qui avaient un secteur, un bâtiment, une montée d'immeubles à surveiller, et s'il n'y arrivait pas, il était carrément révoqué de la police nationale new-yorkaise. Et donc, il y avait une obligation de résultat, voyez-vous. Donc, je ne dis pas qu'il faille tomber dans un système de tolérance zéro à l'américaine, qui présente aussi, de notre point de vue, quand même des excès,
Mais s'il y avait une volonté un peu plus forte et du garde des Sceaux pour impulser une véritable politique pénale, notamment les mineurs, vous avez vu ce qu'on a fait avec les mineurs. On a reformé l'ordonnance de 1945, au lieu de resserrer les boulons, on a compliqué les choses avec la césure du procès pour les mineurs. Une première audience pour savoir s'il est coupable ou pas, on renvoie à 6 ou 9 mois plus tard pour savoir quelle serait la condamnation qu'on va prononcer. Ouais. Donc on est à contresens historique de ce que nous devrions faire. Merci Georges Fenech, merci beaucoup de vous être d'être venu nous rendre visite aujourd'hui chez Omerta. À nos abonnés de notre plateforme et de la chaîne YouTube, je vous dis merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je rappelle le nom du livre, le titre du livre de Georges Fenech, L'Ensauvagement